Une odyssée n'est pas un périple que l'on choisit par confort. C'est un mouvement, quelque chose qui oblige à quitter. Diriger, c'est souvent cela. Quitter un cadre qui rassurait, quitter une manière de faire qui fonctionnait, quitter une image de soi dans laquelle on s'était reconnu. Je suis Anastasia Feuerstein, adhérente et présidente du club APM Strasbourg. Je dirige des structures académiques, je suis auteure et conférencière. Et si je suis là avec vous ce soir, c'est que l'APM m'a appris tant de choses précieuses. Que l'on peut chercher sans être seul, que l'on peut trouver si l'on décide d'être accompagné, et surtout que l'on peut diriger sans tout savoir. Alors on parle beaucoup de cap, de vision et de stratégie, mais on parle beaucoup moins de ce que cela coûte intérieurement de tenir la barre lorsque le paysage change, lorsque les repères se brouillent et que la boussole tremble. Être dirigeant, c'est monter à bord sans promesse de mer calme, sans certitude sur l'horizon, ni même sur la durée de la traversée. Vous savez, quand les cartes si bien dessinées ne représentent plus le territoire, quand les forces d'hier se font poids aujourd'hui, quand vos certitudes prennent l'eau, mais qu'il faut continuer d'avancer. Être dirigeant, c'est écouter l'autre. Oui, bien sûr. Mais le dirigeant écoute-t-il ce qui en lui résiste ou insiste? Être leader, c'est changer le cap du voyage sans en changer le sens. Mais c'est peut-être aussi comprendre que persévérer n'est pas toujours continuer et que tenir consiste parfois à lâcher. Mesdames et messieurs, la scène APMX ouvre un espace pour ces témoignages-là. Un espace où l'on ne raconte pas des trajectoires idéales, mais des déplacements réels. Vous allez entendre des dirigeants et des dirigeantes parler de transformations profondes. Pas celles que l'on inscrit dans le bilan ou le tableau de performance, mais celles qui changent durablement votre manière de diriger, décider, faire confiance et peut-être pour la première fois de se regarder. Et parmi nous, peut-être s'invitera une question. Quel capitaine suis-je devenu à force de traverser les tempêtes ? Mais une odyssée n'est pas faite que d'épreuves, elle est faite de vents porteurs et de courants qui vous mènent plus loin que prévu. Et cet instant où enfin la mer s'ouvre à vous. Et dans cet instant, avec élan, ténacité, audace et courage, vous redécouvrez la joie de diriger. Alors, mesdames et messieurs, embarquez avec moi, que la passion nous guide, bienvenue sur la scène de l'APMX. Et pour commencer ce soir, un témoignage étincelant. Quand Aude Gelin arrive chez Guy Demarle, l'entreprise a tout d'une maison solide. Depuis plus de 30 ans, cette entreprise française s'est imposée comme la référence dans l'univers de la cuisine à domicile. Elle conçoit des moules en silicone haut de gamme, des ustensiles et des solutions culinaires innovantes, distribuées à travers un modèle de vente direct porté par un large réseau de conseillers. Des produits reconnus, un savoir-faire industriel exigeant et surtout des vendeurs indépendants particulièrement engagés et performants qui font vivre la marque dans des milliers de foyers. Un modèle qui fonctionne, une mécanique bien huilée, et puis comme cela arrive bien souvent dans la vie d'une entreprise, quelque chose bouge. Le contexte évolue, les usages changent, la concurrence se transforme, et ce qui semblait stable demande souvent d'être réinterrogé. Dans ces moments-là, le véritable défi n'est pas seulement stratégique, mais il est aussi humain. C'est ce chemin qu'Aude Gelin a parcouru. Passer d'une dirigeante qui protège un modèle à une dirigeante qui explore, qui questionne et qui traque les opportunités, même là où personne ne les voyait encore. Ce soir, elle vient partager avec nous cette transformation, celle d'une entreprise bien sûr, mais surtout
celle d'une femme patronne. Mesdames et messieurs, Aude Gelin du club APM L'Illénium pour 6 mois top chrono pour sauver Guy de Marle. Eh oui, 6 mois pour sauver Guy de Marle. C'est le défi qu'on a dû relever. Alors, attachez tout de suite vos ceintures parce que je vous emmène dans un voyage au cœur de la transformation de Guy de Marle. Et c'est un voyage qui nous a vraiment, vraiment secoués. Donc Guy de Marle, c'est une entreprise qui vient juste de fêter ses 30 ans. On est une entreprise de vente directe spécialisée dans le culinaire. Entre autres, on a inventé les moules en silicone, les FlexiPan, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Notre particularité, c'est d'avoir un réseau de 4500 vendeurs. Mais ce sont des vendeurs un peu particuliers parce qu'ils sont indépendants. Je peux dire qu'ils sont franchement indépendants. En bref, ils font complètement ce qu'ils veulent. Voilà. Je ne peux pas vous raconter pourquoi on en est arrivé là, mais il y a un moment, Guy de Marle devient le distributeur exclusif du FlexiPan auprès du grand public, sans en détenir la production et sans en détenir la marque. Et on devient donc fournisseur dépendant. Cette dépendance, elle s'estime à 60% de la marge. Forte dépendance quand même. Mais en réalité, c'est une marge qui est encore plus importante parce que cette gamme de produits, elle fait rayonner l'ensemble des autres gammes de Guy de Marle et donc on peut estimer le poids de la marge à 80%. Et bien voilà, la belle histoire, elle dure 28 ans. 28 ans. Et puis il y a 3 ans, notre fournisseur vient nous voir et nous dit « Eh bien voilà, j'ai décidé de reprendre la distribution du FlexiPan au grand public à mon compte. Je vais casser les prix parce qu'il n'y aura plus d'intermédiaire. Et puis, cerise sur le gâteau, dans le culinaire, le contrat prend fin dans 6 mois. Et là, c'est le choc, la stupeur. Quand je vous le dis, j'en frissonne encore. Comment faire en moins de 6 mois pour trouver un produit qui puisse être le pilier de notre gamme et remplacer 60% de notre marge? Comment faire pour trouver un produit emblématique qui va remplacer justement les FlexiPan, qui a fait le succès de Guy de Marle, qui fait que les conseillers de vente viennent chez nous parce qu'ils sont passionnés par le produit. Comment va-t-on faire pour le remplacer? Comment va-t-on embarquer les équipes? Comment va-t-on gérer la courbe, la résistance au changement? Vous savez, cette fameuse courbe, le choc, la peur, la colère, jusqu'à l'acceptation, ça prend des mois parfois. Sauf qu'on n'a pas le temps. On n'a que 6 mois. L'urgence est extrême. Chaque minute compte. Alors bien sûr, on fait tout de suite l'annonce au CODIR, sidération. Mais on n'a pas le temps de s'apitoyer, on doit se mettre au travail d'arrache-pied. On se pose 1000 questions. Que veut-on pour Guy de Marle demain? Quelle est l'image de Guy de Marle? Est-ce qu'on est toujours légitime à vendre des moules en silicone finalement? On travaille sur une vision, sur une stratégie, et puis surtout, on garde ces angoisses pour nous, pour protéger les équipes le plus longtemps possible. Bah oui, on n'a plus de produits à vendre. Que devient Guy de Marle? Que devient mon métier? Et puis moi, là-dedans, qu'est-ce que je deviens? Donc on garde tout ça pour nous. Et puis, quelques semaines plus tard, parce qu'il est grand temps d'embarquer les équipes, on a besoin de tous les bras, on fait donc l'annonce aux équipes. En toute transparence, ils comprennent parfaitement la gravité de la situation. Mais on a déjà une vision, on a déjà une stratégie, on a déjà identifié des opportunités, parce qu'il y a des opportunités aussi dans des périodes de troubles comme celle-là, comme le B2B ou l'international, qu'on est en train de travailler par exemple en ce moment même. Et puis surtout, premier élément fondateur, la première source d'espoir qui fait qu'on peut croire dans ce projet, on a qualifié, on a trouvé le fournisseur qui va être en capacité de pouvoir nous produire une nouvelle gamme de moules en silicone qu'on a appelée Aura dans les délais, la quantité, les qualités, etc. Alors on peut se dire, bon, c'est bon, hein, c'est bon, c'est gagné, la vie est un long fleuve tranquille. Eh bien pas du tout, pas du tout. Parce qu'on est fin octobre, début novembre, notre gamme elle doit sortir début février, on n'a toujours pas reçu un seul échantillon. Et là, je peux vous dire que je me sens seule. Je vois bien que les équipes me regardent et se disent « mais elle est complètement folle.
Comment on va faire en moins de 4 mois pour réussir à refaire toute la com, les shoots photos, méthodes de vente, etc. C'est impossible. Je peux vous dire qu'il faut une certaine force de conviction et de résilience pour continuer à garder les équipes engagées, un engagement extrême dans un combat qu'on doit gagner parce qu'il n'y a qu'une seule issue, la réussite. Et puis, c'est un bateau qui, en apparence, prend l'eau quand même, hein, de toutes parts. Vient ensuite l'étape de l'annonce à notre réseau d'indépendants, je le rappelle. On les réunit tous, et là, je peux vous dire que l'heure est grave. Je vois les mines qui sont défaites, les regards qui sont pleins d'angoisse. Certaines personnes pleurent dans la salle. Moi, j'ai toujours un souvenir ému de ce moment, parce que moi aussi, j'ai envie de pleurer. Moi, j'ai peur, les équipes ont peur, parce qu'il faut leur annoncer l'impensable, l'inacceptable. Vous aimez le Flexipan ? Demain, vous ne l'aurez plus. Et en plus, ce sera votre concurrent. Vous étiez fier d'une production France ? Ce sera une production Asie. Vous allez commencer avec 8 références, moins 92% de références. Ça veut dire que vous n'avez rien à vendre, ça veut dire que vous allez avoir des ruptures, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir préparer en avance vos ateliers culinaires parce que vous ne saurez pas ce que vous aurez à vendre. Ça veut dire qu'il faut revoir vos méthodes de vente. Ça veut dire qu'il va falloir accompagner encore plus fort vos équipes pour pouvoir réussir. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour des indépendants, ça peut donner envie de partir en courant, hein, en fait. Alors évidemment, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que ça s'est bien passé, parce qu'en face de cette pléiade de mauvaises nouvelles, il y a bien sûr aussi des bonnes nouvelles. La première, et c'est un argument qui a fait mouche, mais c'est qu'on a baissé nos prix de vente de 30%. Et en pleine inflation, je peux vous dire que ça séduit. Et puis surtout, on retrouve notre liberté, avec notre créativité, la possibilité de pouvoir faire des partenariats avec des grands chefs. Philippe Conticini, j'étais hyper fière tout à l'heure parce qu'on a fait un partenariat et on a développé un moule avec Hélène Darroze, qui était là. On vient juste de sortir un moule avec Mercotte. Je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire en juin, mais on est aussi en partenariat avec l'une ou l'un des plus grands chefs. Et donc, voilà, ça nous ouvre des portes. Je ne vais pas tout vous raconter. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en 6 mois, l'entreprise s'est totalement transformée. Une transformation par les produits. Oui, une nouvelle gamme de moules en silicone aura au rendez-vous de la qualité, du prix et de la créativité. Et oui, là où on sortait péniblement 2 à 3 nouveautés par an, pas beaucoup, on est à 55 références la première année, dont 35 nouveautés, avec un parti pris fort qui change l'image, le visage de Guy de Marle. Qui dit changer d'image, dit transformation de la communication. 28 ans de shooting, photos à jeter à la poubelle. Et puis il faut savoir que chez Guy de Marle, finalement, on ne vend pas des moules. Notre mission à nous, c'est que les gens puissent bien manger au quotidien, de leur faciliter la cuisine. Alors on fait des recettes. C'est 400 recettes qu'il faut refaire en moins de 3 mois. C'est un travail titanesque pour une entreprise qui compte moins de 45 collaborateurs. Et puis on a aussi vécu des bourrasques. On s'est entouré de nouveaux talents. L'un de nos talents est malheureusement décédé pendant cette période, et je pense beaucoup à lui ce soir. Notre concurrent nous a aussi volé notre marque. On a dû appeler l'imprimeur en disant stoppez tout de suite l'impression du catalogue, on change le nom de la marque. Donc transformation sur tous les fronts. Transformation aussi des savoirs et des compétences, mais oui, puisqu'en fait nous étions une entreprise qui distribuait, et on passe de cette entreprise qui distribue à une entreprise qui crée, qui développe et qui distribue. Donc il faut aller chercher des nouveaux talents en grand import, en R&D, en qualité. Transformation des méthodes de vente, je l'ai dit aussi. Transformation des finances. La trésorerie, elle est méga tendue. On est obligé d'arbitrer des commandes. C'est un peu comme si on se tire une balle dans le pied, en fait. Oui, et puis il faut aller chercher des financements, sauf que y a personne qui vous suit quand on fait un virage pareil. Hein, personne. Et au final, c'est une réussite sur toute la ligne. C'est en 2 ans 21% de croissance, malgré une baisse des prix de 30%. C'est 1 200 000 moules vendus. C'est du jamais vu chez Guy de Marle. Et cette réussite, c'est parce qu'avant d'être une aventure technique, c'est une aventure humaine. On ne décide pas qu'on est une équipe parce qu'on travaille ensemble. On est une équipe parce qu'on est aligné sur un socle de valeurs.
Cette valeur, c'est le partage, par exemple, qui est très fort chez nous. C'est la proximité avec les équipes, mais la proximité aussi beaucoup avec le réseau. Je te comprends, je comprends tes problématiques, ce à quoi tu vas être confronté, je t'écoute et je vais t'accompagner. Et puis c'est aussi l'agilité, parce que j'ai envie de dire, quand on transforme une entreprise de fond en comble en moins de 6 mois, il faut de l'agilité, c'est pas un vain mot. Voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on ressort tout ça, on a traversé des périodes d'angoisse, etc., de doute, mais on ressort avec beaucoup plus de confiance, avec beaucoup plus de crédibilité, parce que quand on traverse une tempête telle que celle-là, je peux vous dire que ça renforce, et puis ça soude énormément, que ce soit avec les équipes ou avec le réseau. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la vie d'une entreprise, vous le savez tous, il n'y a jamais rien de gagné d'avance, mais cette victoire-là, on l'a bel et bien gagnée ensemble. Merci. Merci Aude pour ce témoignage authentique et sincère. Alors regarder le monde depuis l'Europe ou depuis l'Asie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Depuis plus de 13 ans, Pierre-Étienne Minens vit et travaille en Asie. D'abord à Shanghai, puis à Saigon, toujours au cœur d'une région du monde où les transformations économiques, technologiques et sociétales s'accélèrent à un rythme impressionnant. Entre dynamiques entrepreneuriales locales, innovation rapide et nouvelles manières de travailler, l'Asie offre un observatoire privilégié des observations et des évolutions qui redessinent déjà nos économies et nos entreprises. Le parcours de Pierre-Étienne s'inscrit dans cet environnement qui est en mouvement permanent. Une trajectoire internationale qui l'amène à observer de près les mutations en cours et à réfléchir à ce qu'elles impliquent aujourd'hui pour celles et ceux qui dirigent. Ce soir, Pierre-Étienne vient partager avec nous ce regard nourri par son expérience et par ses observations qui façonnent déjà l'avenir des métiers de la création, l'intelligence artificielle générative. Il a voyagé depuis l'Asie pour nous partager cette aventure. Merci de recevoir Pierre-Étienne Minens du club APM Saigon. Bonsoir à tous. Depuis plus de 30 ans, on a eu pas mal de transformations dans les métiers de la création d'images, de la création de contenu. On est passé de l'appareil photo argentique à l'appareil photo numérique, des petites pellicules où on pouvait poser 36 poses, où il fallait développer pour voir le rendu, aux appareils où on pouvait tirer 8000 photos par shoot et envoyer le rendu en direct. On a eu la même chose dans la vidéo, on est passé de ces grosses caméras imposantes, compliquées, à des appareils photo que n'importe qui pouvait prendre en main et se revendiquer vidéographe, qui est même devenu un nouveau métier, sans parler des smartphones et des créateurs de contenu. Je m'appelle Pierre-Étienne, j'ai 35 ans, je suis directeur Asie pour l'agence de communication Ores. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on s'est inspiré des artistes IA pour mener notre transformation dans la création de contenu. Déjà, pour commencer, savez-vous ce qu'est un artiste IA ou un AI artiste? Un artiste IA, si beaucoup se demandent si c'est légitime ou non, c'est un artiste qui est né en ligne. C'est un artiste qui, en travaillant avec sa machine, a commencé à donner vie à ce qu'il avait en tête. Et il est né en ligne parce qu'en créant avec son ordinateur, il a pu commencer à poster sur les réseaux. Il a posté sur Instagram, et il a principalement posté également sur Twitter. Parce qu'il faut savoir que Twitter, c'est le carrefour de la crypto-monnaie, des NFT, mais surtout de l'intelligence artificielle. Et pourquoi le rôle de l'AI artist là-dedans est primordial? Parce que ses contraintes sont assez sévères. L'AI artist, pour survivre, il doit poster tous les jours. Et il doit poster plusieurs fois par jour. Le problème, c'est que pour être un artiste, il faut avoir un vrai univers, une cohérence visuelle, une cohérence graphique. Mais comment on arrive à être cohérent quand on crée parfois jusqu'à des dizaines d'artworks quotidiennement? Eh bien, c'est en co-créant avec la machine. C'est en apprenant à lui parler, en générant des prompts, en jouant avec les itérations. Là où d'habitude on a une image en tête, on va créer cette image.
Là, on va créer 400 images. Et dans ces 400 images, on va en sélectionner quelques-unes. Et puis, évidemment, la machine va générer quelques glitches, quelques bugs, quelques aspérités qui vont nourrir la créativité de l'artiste et qui vont amener à des choses qui sont parfois inattendues. Et c'est en observant ces process, en collaborant avec ces artistes, qu'on a pu mener notre transformation, nous, au sein de l'agence de communication. Alors vous direz, oui, bon, c'est un phénomène mondial, etc. Donc pourquoi venir de l'Asie pour raconter tout ça? Pourquoi venir de Saïgon et raconter ça? Et bien finalement, cette transformation au sein de notre groupe, elle a été initiée en Asie. Elle a été initiée en Asie parce que ça s'est fait naturellement. Ça a été très fluide. Et pourquoi? Parce que c'est culturel. Finalement, en Asie, les gens ont une véritable résilience face aux nouvelles technologies. Je viens de Saïgon, au Vietnam. Il faut vous projeter un petit peu, mais imaginez que vous êtes au Vietnam, vous vous promenez, vous faites un petit trek, vous êtes en pleine nature, il fait très chaud, vous n'avez pas prévu forcément suffisamment d'eau, et là vous voyez une petite maison avec une bonbonne d'eau, vous vous dites, bon, je vais tenter ma chance, aller remplir ma gourde. Vous arrivez à l'entrée de cette maison, il y a une petite dame qui est là, d'un certain âge, elle vous voit arriver, quand vous arrivez, elle rebrousse chemin. Elle rentre dans sa maison, un peu surpris. Finalement, elle ressort, et là, elle va ressortir avec son smartphone, connecté à la 4G, elle va ouvrir Google Translate, et elle va vous demander comment elle peut vous aider. Cette résilience face aux nouvelles technologies, elle est culturelle, elle est intergénérationnelle. Et c'est pour ça que l'adoption de l'IA, et notamment de l'IA générative, auprès de nos jeunes talents, elle s'est faite naturellement. Un second point également, les études. Au sein des agences de communication, on n'est rien sans nos talents. C'est eux qui ont les idées, c'est eux qui créent, et donc on a besoin d'eux. Or, en Asie, ils font des études très courtes. S'ils veulent se spécialiser, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller se renseigner, d'aller chercher les informations en ligne, d'apprendre par eux-mêmes. Ils sont donc quasiment tous autodidactes. Imaginez, avec l'IA, où on a des updates toutes les 48 heures, des nouvelles plateformes toutes les semaines, etc., etc., avoir ce pool de talents qui est capable d'aller chercher l'information, de s'enrichir par lui-même et donc du coup de vous nourrir, quelle chance on a eue. C'est pour ça qu'on a initié cette transformation dans nos bureaux en Asie. Et toute cette transformation, elle a également mené à... On a dû repenser nos modèles de recrutement. Là où avant, on cherchait des techniciens, on cherchait des gens qui maîtrisaient les outils parfaitement. On avait besoin d'un expert en Photoshop, en montage vidéo, en photographie, en vidéo, etc. Aujourd'hui, on cherche des gens qui ont une intelligence émotionnelle. On cherche des gens qui sont capables d'associer une couleur à une émotion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont être capables de l'exprimer. Et cette expression, ils vont être capables de la prompter. S'ils sont capables de la prompter, ils vont pouvoir en générer un contenu. Donc aujourd'hui, la manière dont on recrute vraiment sur leur intelligence émotionnelle. On va aller chercher ces jeunes terreaux fertiles qu'on va pouvoir faire grandir en bénéficiant de cette intelligence. Ça fait 13 ans que je suis en Asie et le premier jour où je suis arrivé à Shanghai, je suis sorti de l'aéroport. De manière très scolaire, en tant que bon élève, j'avais préparé mon petit papier avec ma réservation Booking, l'adresse de mon hôtel écrite en mandarin, en caractères. J'arrive dans le taxi, je lui tends ma feuille de papier. Le chauffeur, par principe, j'étais différent de lui, tout avait beau être écrit en chinois sur le papier, il est parti du principe qu'on ne se comprendrait pas. J'ai tout de suite compris que ce qui était évident pour moi n'était pas forcément évident pour lui et qu'il allait falloir s'adapter. Et l'adaptabilité, je pense que c'est la plus belle des transformations que j'ai eues au travers de mes 13 ans en Asie. À chaque fois, j'ai commencé là-bas, j'étais monteur vidéo. Ensuite, je suis passé chef de projet. Je suis parti de la Chine vers le Vietnam. J'ai découvert une nouvelle culture, de nouvelles personnes, de nouvelles équipes. À chaque fois, j'ai dû me renouveler et j'ai toujours dû m'adapter. Mais une des plus grosses adaptations, elle est liée à certainement la plus grosse transformation qu'on est en train de vivre maintenant avec l'intelligence artificielle. Et celle-ci, je m'en suis rendu compte de manière très naturelle. Un jeudi matin, un meeting créatif, on
fait un petit kick-off projet, voilà, avec tous les talents créatifs et notamment des juniors autour de la table. Et là, c'est les juniors qui commencent à expliquer à toute l'équipe senior toutes les nouveautés sur les métiers de l'IA, tous les nouveaux outils qui sont sortis, et donc tout le potentiel qu'on a derrière pour pouvoir produire et innover pour nos clients. Finalement, on a assisté à une transmission complètement inversée. C'est vraiment devenu les juniors qui drivent notre innovation, qui drivent nos initiatives et qui nous permettent aujourd'hui de rester dans la course sur notre marché. Au final, cette intelligence artificielle qui pouvait faire peur à certains, ces artistes IA qui pouvaient être jugés illégitimes, c'est eux qui nous ont transformés. Ils ont transformé l'entreprise, ils m'ont transformé moi-même, et ils ont transformé nos manières de travailler, nos manières de recruter et nos manières de créer. Et c'est que le début. Merci à tous. Merci Pierre-Étienne pour ton regard disruptif sur l'actualité. Alors avant d'être un architecte, Shahram Agajani est une histoire. Une histoire qui commence loin d'ici, en Iran. Une histoire marquée par l'exil, par le départ et par la nécessité de reconstruire sa vie ailleurs. Mais certains transforment l'exil en énergie créatrice et Shahram Agajani fait partie de ceux-là. Arrivé en Europe, il choisit l'architecture comme langage pour raconter le monde. Formé à Bruxelles, il cofonde ensuite le cabinet Métaforme au Luxembourg avant d'en étendre l'élan vers Nice, Trèves et Düsseldorf. Aujourd'hui, son travail est reconnu pour des projets innovants, régulièrement distingués sur la scène internationale. Mais pour lui, l'architecture n'est pas seulement construire des bâtiments, c'est créer des lieux qui rapprochent les êtres humains, des espaces où la vie circule et où les émotions se rencontrent. Une architecture qui inspire, qui rassemble, qui améliore la qualité de vie. Avec le temps, sa vision s'est affirmée, celle d'une architecture du bonheur, une architecture qui ne se contente pas d'organiser, mais qui cherche à toucher l'âme. Alors ce soir, mesdames et messieurs, je vous invite à vous laisser porter par la poésie de son regard sur la ville, sur les lieux, mais peut-être aussi sur la vie. Nous continuons à voyager en dehors des limites françaises avec Shahram Agajani du club APM Mansfeld, Luxembourg. Merci, chère Anastasia, pour cette introduction très élogieuse. En tout cas, je suis très heureux et honoré d'être ici avec vous ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de lourd dans l'air ? Inutile de tendre l'oreille, on dirait que les conversations portent toutes le même grain de sable. Partout, une pluie de « ce n'est plus possible ». On commente, on accuse, on se cabre. Et pendant que nous observons la tempête depuis le rivage, le monde continue à avancer. Sans ralentir, sans demander notre avis, sans se retourner pour vérifier si nous suivons. Alors vous vous en doutez, je ne suis pas venu ici pour ressasser la crise. Je veux vous parler de ce qui nous soulève, de ce qui nous oblige à quitter les rivages, même lorsque tout nous invite à l'immobilité. De cet élan fragile qu'on projette vers demain, de cette force intime qui nous pousse à nous réinventer. Et si je vous parle ainsi, ce n'est pas en architecte sûr de lui, mais en homme qui avance comme vous, avec des nuits traversées par le doute, des détours imposés par la vie et des pas hésitants. Mais cette obstination farouche de continuer malgré tout. Je le sais dans ma chair. La transformation ne naît pas du confort. Elle arrache, secoue, déstabilise. C'est un saut dans le vide avec le souffle retenu, sans la certitude de tomber ou de voler.
En décembre 1989, nous avons quitté l'Iran. Mon père n'a pas sauté seul. Il nous a pris avec lui. La main de ma mère et de ses 3 enfants accrochés à son pari. Un pays, une langue, une vie derrière nous, devant l'unique promesse d'un possible. Ce jour-là, j'ai compris que le risque n'est pas une fuite, mais une façon de respirer. Qu'on se sent plus vivant en marchant vers l'inconnu qu'en étant à l'abri derrière une porte close. Aujourd'hui, alors que le peuple iranien se demande s'il finira par mourir sous les bombes américaines ou pendu à la corde des mollahs, je mesure encore plus ce courage silencieux. Choisir le mouvement plutôt que le confort, l'ouverture plutôt que la peur, le réel plutôt que l'illusion du contrôle. De lui, j'ai retenu qu'on ne franchit pas les seuils de demain en chaussons. Changer brûle, inquiète, remue. Et puis un jour, l'horizon s'ouvre bien plus vaste que tout ce qu'on aura osé espérer. Être dirigeant aujourd'hui, c'est tenir la barre en pleine mer, sans étoiles polaires évidentes, sous un ciel saturé de signaux contradictoires. Économie, politique, environnement, management, humain. Tout s'entrecroise, rien ne s'aligne. On avance, on hésite, on choisit sans garantie. Et puis il y a cette solitude du capitaine, seul face aux décisions vertigineuses, seul lorsqu'aucune option n'est parfaite, seul quand le moindre choix comporte risque et renoncement. Qui ici ne connaît pas ce poids? Nous sommes pourtant là, des milliers, parce que nous refusons la fatalité, parce que nous avons décidé collectivement de continuer la traversée. On parle d'Ulysse. Ulysse n'était pas invincible. Il avançait parce qu'il doutait, parce qu'il tombait, parce qu'il apprenait, et surtout parce qu'il n'était jamais seul. Une odyssée toujours collective. Il y a l'équipage. Ceux qui rament lorsque le vent tombe, ceux qui veillent la nuit, ceux qui réparent la coque après la tempête. Et cet équipage, c'est le nôtre. Dans un monde qui se fragmente, notre rôle n'est pas de tenter de bloquer le changement. Notre rôle, c'est de lui donner forme, direction, sens, âme. Dans mon métier, on apprend très tôt qu'on ne construit jamais sur un sol stable. Le sol bouge, les usages changent, les règles s'empilent, les certitudes se fissurent. Il faut pourtant tracer la première ligne et poser la première pierre. Diriger, c'est cela. Construire sans sol ferme. Avancer sur un pont qui se dessine à mesure que l'on marche. Choisir sans garantie, décider alors que la carte est incomplète. Naviguer à vue, oui, mais avec la responsabilité de vie, des trajectoires et des destins collectifs. Car construire, ce n'est pas empiler les mètres carrés. Ce n'est pas cocher les cases. Ce n'est pas simplement abriter les gens. Construire, c'est faire un choix de société. Émouvoir, surprendre, rassembler, élever. C'est dire, voilà ce que nous voulons protéger, voilà ce que nous voulons transmettre, voilà ce que nous refusons de voir disparaître. L'architecture, c'est offrir un peu de soi pour nourrir la vie des autres. Et si je vous parle d'architecture ce soir, ce n'est pas pour parler de mon métier, c'est parce qu'elle est le miroir de ce que nous vivons tous. Nous voulons aller vite, mais construire pour longtemps. Nous voulons économiser, mais augmenter la qualité. Nous voulons standardiser tout en exigeant de l'unique. Vous voulez que je continue? Ces tensions, vous les vivez tous dans vos entreprises. Dans la mienne, cela fait plusieurs années que nous voyons les crises se succéder. Nous aurions pu nous replier, réduire la voilure et attendre que ça passe. Nous avons fait un autre choix, celui de l'élan. Non pas par optimisme naïf, mais par lucidité. Car ce sont dans les moments de fragilité que naissent les idées les plus justes. Nous avons continué à recruter, à investir, à explorer d'autres territoires, d'autres horizons, non pas pour fuir, mais pour élargir. Et cette expérience m'a confirmé une chose essentielle, ce ne sont pas les certitudes qui font tenir un projet, ce sont l'écoute, l'attention et la coopération. Et partout dans le monde, des femmes et des hommes réinventent les règles, non pas par idéologie, mais par nécessité. Des femmes et des hommes qui refusent d'accepter le monde tel qu'il est, car des alternatives existent. Elles ne sont ni naïves ni marginales,
Elle ne relève pas du rêve, mais du réel. Et puis l'intelligence ne nous manque pas, franchement. Elle est partout, dans nos territoires, dans nos cultures, dans nos histoires, dans nos équipes, dans nos propres poches. Ce qui nous manque, c'est le courage. Le courage de simplifier quand la facilité serait d'ajouter. Je parle français. Le courage de coopérer quand la défiance fragmente. Le courage de redéfinir la réussite, non pas en vitesse ou en volume, mais en sens, en durée, en transmission. Car ce qui fait tenir un projet, ce ne sont pas les chiffres. Les chiffres mesurent, ils n'élèvent pas. Ce qui fait tenir un projet, c'est la confiance. La confiance entre celles et ceux qui imaginent, qui décident, qui financent, qui construisent, et celles et ceux qui viendront après nous. Et derrière cette chaîne humaine, il y a quelque chose de plus fragile encore et de plus puissant à la fois. La confiance, née d'une volonté, prend forme dans une voie et se met en mouvement grâce à un élan. Sans cela, rien ne s'élève vraiment. Et je me réfère ici à celles et ceux qui, dans un élan de confiance et un désir de transformation, nous ont confié leurs rêves, leurs visions, leurs lieux, les gouvernements, les communes, la Poste, les CFL, Amazon, MSC et tant d'autres. Car rien ne naît sans désir, rien ne grandit sans quelqu'un qui y croit avant de savoir. Celui qui accepte de s'exposer, de s'engager, de porter un projet encore fragile sur une feuille blanche, lorsqu'il n'est encore qu'un souffle ou une intuition. C'est là que tout commence. Nous vivons une époque rude, mais extraordinairement féconde. Alors je vous le demande, ne subissez pas l'époque, façonnez-la. À choisir la construction plutôt que le repli, à bâtir des ponts là où d'autres dressent des murs, à remettre de la beauté là où il ne reste plus que de la performance, à recréer des liens là où la peur isole. Car bâtir un bâtiment, une ville, une entreprise ou une vision, ce n'est pas un luxe. C'est un acte profondément humain. C'est un acte de transformation, de courage, de foi. Une poésie en action. Et si plus tard on doit commenter notre époque, j'aimerais qu'on puisse dire « Ils n'ont pas attendu que la tempête passe, ils ont appris à danser avec le vent ». Alors, à vous toutes et tous ici ce soir, merci. Merci de croire encore que construire, c'est de prendre soin des autres. Merci de croire encore que diriger n'est pas une affaire de chiffres, mais de sens. Et merci de croire encore que l'avenir ne se subit pas, il se dessine. Merci. Ça a été ? Merci, merci. C'est boring. C'est pour toi, Charles. Prends. Je pense qu'on a tous été beaucoup touchés par ce moment de poésie et d'ailleurs nous allons le prolonger et nous vous proposons un petit interlude musical avec Bertrand Séné au violoncelle.
Quel moment de grâce. Pour poursuivre, certains parcours semblent écrits par avance et d'autres prennent un malin plaisir à sortir du cadre. Yves de la Ville-Guérin fait partie de ceux dont le chemin ne ressemble pas à une ligne droite. Très tôt, rien ne se passe exactement comme prévu. Le cadre existe, les attentes aussi, mais l'énergie, l'imagination et une certaine façon de regarder le monde vont l'emmener ailleurs. Chez lui, l'énergie déborde, sportif insatiable, toujours en action. Il avance avec une intensité qui parfois dépasse les standards attendus. Un tempérament qui étonne, qui dérange parfois, et son parcours est ainsi fait d'exploration, de détours, d'expériences et d'aventures entrepreneuriales. Au fil du temps, ce qui pouvait apparaître comme une singularité devient une véritable force. Ce soir, Yves de la Ville-Guérin vient partager avec nous un regard différent, riche des représentations et des différences. Laissons-nous nous faire guider par Yves de la Ville-Guérin qui représente ce soir l'APM Lisbonne. Je suis né entrepreneur. J'ai vécu l'entreprise. J'ai incarné mes entreprises. L'entreprise, c'est toute ma vie. J'ai constitué un groupe dans la presse, l'édition, la formation, l'immobilier, les new tech, très diversifié sur plusieurs pays. J'ai un certain âge, ou un âge certain. Je fais 2 heures de sport par jour, j'ai 4 enfants et je passe les 4 mois de vacances scolaires avec mes enfants. Mais rembobinons. Vous avez déjà vu des animaux passer, le canard, la canne avec ses petits canetons. Et de temps en temps, il y en a un, il est un peu différent, il est noir. Je suis né dans une famille plutôt aisée, cadre rigide, un père strict et une incapacité à rester plus de 5 minutes assis. Compliqué d'aller à l'école, très difficile. Heureusement, ma mère était assez conciliante et elle m'emmenait au sport tous les soirs. Donc ça a été quand même, ça m'a un peu sauvé. Mais j'ai fait beaucoup d'écoles et le parcours a été très difficile. J'étais avant tout un entrepreneur de bêtises, avec une inventivité inimaginable. Ça aurait pu très mal finir, et je crée ma première entreprise. J'ai un peu plus de 18 ans. J'achète des stocks d'articles de sport et je les revends, ça fonctionne assez bien. Puis au bout de 2 ans, le cadre je trouve un peu petit, et j'ai envie d'aller voir ce qui se passe dans une grande entreprise. J'essaye de rentrer dans un grand groupe et j'arrive par la petite porte chez MMS Matériel Médical Sanofi. Je suis à la photocopieuse. On apprend beaucoup de choses à la photocopieuse à l'époque. J'en sortirai 10 ans plus tard, responsable commercial adjoint, responsable de l'Afrique francophone et de l'océan Indien. Je commercialise des hôpitaux clés en main. J'ai une situation magnifique. Et je me sens totalement otage et plus du tout libre. Je pars et je me retrouve devant une feuille blanche. Très, très dur. Un peu de déprime. Je me dis, il faut que je bouge, il faut que je trouve une idée. Et je vais voyager. Et de mes voyages, je reviens de Taïwan avec l'exclusivité pour la France des 4 usines qui fabriquent ce que les Canadiens appelaient des épinglettes. Quelqu'un sait peut-être ce que c'est dans la salle. Vous êtes trop jeune. Les pins. Et en 91, je vais en vendre 22 millions de pièces qu'on achetait quelques centimes et qu'on vendait quasiment 1 franc. Fortune faite, je vais diversifier. Dans la régie publicitaire, publicité par l'objet, je fais beaucoup de choses.
la sécurité événementielle, je t'en oubliais, je crée un groupe, beaucoup d'immobilier également. Quand arrive la succession de l'entreprise familiale, entreprise qui a été créée par Yves de la Villeguérin en 1917. Je n'ai pas inventé l'élixir de jouvence, ce n'est pas moi. C'est donc mon grand-père. Mon père s'appelait Yves aussi, il l'a su tardivement, parce qu'on l'appelait Yves Robert, il ne savait pas qu'il s'appelait Yves. C'est un détail, c'est bizarre comme famille. Et personne ne m'attend. Je fais que des sports extrêmes, on se dit c'est un fou. Ah oui, mais si je fais des sports extrêmes et que j'arrive à plus de 30 ans encore en vie, c'est que je sais gérer le risque, c'est ce que je leur explique. Je leur explique que oui, je suis différent, mais qu'ils ont besoin de quelqu'un de différent parce que le groupe va très mal. Le successeur de mon père, qui est resté qu'1 an, a plongé la société dans une dette, enfin dans un déficit surtout, parce qu'il y avait une trésorerie importante, et il fallait tout restructurer. Négociation de contrats très difficiles, et je reprends les rênes du groupe. Je vais rassurer les salariés en disant la famille est revenue. Vous ne craignez rien, tout va rester comme avant. Et je change tout. Je casse l'immeuble, je mets une fibre optique. Ils étaient à la gomme et au crayon. Qu'est-ce que j'allais faire dans une galère pareille ? Un métier flat qui était en train de se casser la figure. Je crée la formation parce que je me dis de toute façon ils ne vont plus lire, donc il va falloir qu'on les forme. Au lieu de payer 100 francs d'abonnement, ils vont payer 1000 francs de formation, ça va être fantastique. Et c'est effectivement ce qui se passe. Je supprime l'outil de production, et puis je vois quand même la dégringolade du papier, et là je me dis il faut faire quelque chose. Je crée une pépinière 27 avec René Sylvestre, le fondateur de l'Étudiant, 90 entreprises, on étudie 500 dossiers, et je me rends compte qu'en fait il y a très peu d'idées, 500 dossiers, tout le monde a les mêmes. J'intègre quelques startups dans le groupe, et je les laisse autonomes, mais ça fait tache d'huile. Je veux transformer l'arbre fiduciaire et en faire une start-up. Et ça fait tache d'huile et les salariés commencent à être dans cet esprit start-up, à créer des produits, etc. Alors oui, on va se planter. On a créé beaucoup trop tôt des produits pour des comptabilités automatiques. Les gens ne les attendaient pas. Mais on a même créé une application qui s'appelle GAF+, qui est assez fantastique. KO de la matière, vous visez une feuille de papier et vous vous connectez au serveur de l'administration et à nos serveurs et vous avez la mise à jour de n'importe quelle de nos publications. On publie quand même 40 000 pages par an en temps réel. Ça ne marchera pas. Le marché ne l'attendait pas. Incroyable. En fait, inventer c'est bien, mais il y a mieux. C'est les Chinois qui m'ont appris. Je ne sais pas si quelqu'un parle chinois ici, mais s'il peut me traduire le mot copier, il est très fort. Le mot copier n'existe pas en Chine. Copier, pour eux, c'est apprendre. Et copier, c'est en fait beaucoup mieux. C'est d'ailleurs ce que fait le leader depuis des années, il nous copie. Nous, qui sommes plutôt challengers, il nous copie. C'est donc qu'on innove pas mal. Et pour avancer rapidement, c'est-à-dire copier mais inventer de nouvelles choses aussi, il faut avoir des beaux profils. Et les beaux profils, je suis toujours à l'affût. Alors, je vais vous livrer quelques-uns de mes tips. C'est vrai qu'il y avait une avocate qu'il fallait que je fasse partir, il y avait une rédactrice sociale qu'il fallait que je fasse partir, elle avait 30 ans de société, je la reçois, je me dis qu'est-ce que je vais faire d'elle ? La licencier, ça coûte dans la presse une fortune parce qu'ils ont un statut de journaliste. Et en discutant avec elle, elle a un rêve, elle veut être avocate. Et ben, je l'ai aidée à être avocate, elle est partie et on a travaillé pendant des années ensemble. Transformé, j'avais un ouvrier qui était bricoleur, c'est aujourd'hui le responsable de notre secteur immobilier. Voilà, j'aime trouver les talents et pour les trouver, je vous donne quelques tips. Le premier, moi je ne fais pas les recrutements, je ne suis pas spécialisé là-dedans. En revanche, j'essaye de rencontrer la personne hors cadre, pas lui dire qui je suis, surtout pas que je suis président, et discuter avec lui pour le comprendre, le connaître. De la même façon, on organise des jeux de société, et quand les gens jouent, c'est incroyable ce qui se révèle. Ça
allez-y, organisez ça, vous allez voir. Du sport ou des jeux de société, vous allez détecter les commerciaux, ceux qui lâchent jamais, etc. C'est extrêmement intéressant. Voilà, tout ça pour vous dire que ma plus belle entreprise dont je suis fier, d'ailleurs ce n'est pas celle-là, c'est ma famille, c'est la femme fantastique que j'ai, c'est la vie extrêmement agréable que j'ai découverte au Portugal. C'est vraiment ma plus belle réussite, mais ma plus belle réussite, c'est aussi de voir que l'ensemble de nos salariés dans nos entreprises aiment nos valeurs familiales et y sont attachés. Donc je vous dirais, le dirigeant n'est pas un oracle, mais il doit devenir le stratège dans un monde chaotique. Merci. Dans certaines organisations, chaque semaine ressemble à un verdict. Le résultat tombe, immédiat, visible et commenté par tous. Dans ces univers-là, la pression du court terme est permanente. Il faut performer maintenant, tout en construisant l'avenir. Former les talents de demain, bâtir une culture, maintenir la confiance d'un collectif, quand les victoires alternent avec les moments les plus difficiles. Cela vous rappelle peut-être quelque chose ? Car au fond, c'est aussi la réalité de toute grande entreprise. Comment tenir une vision quand tout pousse à réagir dans l'instant ? Comment garder le cap quand chaque résultat semble redéfinir l'histoire ? Notre invité connaît intimement ces questions. Depuis plusieurs années, il évolue dans un environnement où la stratégie, le collectif et la résilience se jouent sous les producteurs. Et si le sport et l'entreprise se ressemblent tant, c'est peut-être parce qu'ils posent la même question fondamentale. Comment transformer la pression du résultat en moteur de progrès ? Je vous propose de découvrir le regard d'un dirigeant qui vit cette tension au quotidien. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Baptiste Malherbe du club APM Auxerre. Depuis 40 ans, mon univers, c'est le sport et en particulier le football. Joueur, cadre, puis dirigeant. Depuis 40 ans, chaque semaine, on me répète la même chose. Dimanche, il faut gagner. Comme s'il fallait le répéter à un compétiteur et un sportif. Depuis 25 ans, ma passion est devenue mon métier. 25 ans d'émotions collectives rares, de victoires, de joie, de moments collectifs partagés, mais aussi de stress, de critiques, voire de violence dans un milieu très émotionnel. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Et on vous résume souvent dans notre milieu, à un résultat. On ne vous demande jamais comment ça va. Simplement, on vous félicite, ou alors perdu. Et on vous résume aussi à un classement, une place qui ne correspond pas à votre objectif, voire une relégation, ce qui arrive chaque année à 17% des clubs, est vécu humainement et professionnellement comme une petite mort. Il y a 20 ans, Giroud, dont j'ai supporté son équipe, m'a recruté. Giroud est plus qu'un entraîneur emblématique au bonnet, il est aussi, avec ses comparses, un créateur d'entreprise. En transformant une association sportive, un club d'une petite ville, en club à succès, il a permis la création d'une entreprise. Aujourd'hui, 175 emplois, un budget de 50 millions d'euros et une plus-value économique pour son territoire chaque année de l'ordre de 27 millions d'euros. Oui, je dirige la JOCR, un club historique du football français, et vous l'avez compris, entreprise qu'il faut faire gagner. En 2012, la JOCR descend en Ligue 2. Après 34 années consécutives
au plus haut niveau. Un club historique, mais aussi un club fragilisé par des luttes internes, une guerre de succession et aussi un modèle économique chamboulé. Et moi, cette année-là, victime de changement de gouvernance, je suis mis au placard, moins impliqué, je suis frustré, je ne peux accepter de rester comme ça, malgré que ce soit mon club de cœur, je décide de partir. Et puis, quelques mois plus tard, le club est au bord de la disparition, il est racheté, nouveau changement de gouvernance, et on me rappelle. Je reviens, à nouveau comme directeur général, mais cette fois, plus pour une fonction, mais pour une mission. Réparer et remettre ce club en Ligue 1. Pendant 7 ans, on échoue. Encore et encore. Le stade se vide. Certains médias parlent de crépuscule du club, qu'on ne survivra pas à l'après-Giroud. Et en 2021, je suis convoqué par le propriétaire, peu de temps après avoir adhéré à l'APM. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais on me demande un projet. Je présente mon projet et on me nomme président du club que je supportais enfant. À l'extérieur, je sens un peu de scepticisme. J'ai 39 ans, je succède à 2 présidents qui avaient beaucoup d'expérience, 65 ans, et un qui est resté en fonction jusqu'à 80 ans. À l'intérieur du club, je sens autre chose, de l'espoir, de l'envie, et un message simple, sois toi-même, soyons nous-mêmes. À l'intérieur de moi, je me dis, Baptiste, tu as 1 an. Car je connais ce milieu extrêmement exigeant et je dois montrer rapidement que ce choix a du sens et qu'il a été bon. On fait une bonne saison, une très bonne saison, mais à la dernière journée, on finit 3e à 1 point de l'objectif d'être 2e pour monter directement. C'est dur, après 38 matchs, d'échouer à 1 point. Mais on a une 2e chance, un peu le grattage, parce qu'il y a les barrages désormais. 3 matchs qui vont décider du sort de notre saison, montée ou non montée, réussite ou échec. 3 matchs en 1 semaine, un tourbillon d'émotions, mais là, on y arrive. C'est la joie à Auxerre, c'est l'effervescence dans la ville, dans la salle aussi on peut, si vous voulez applaudir pour cette montée. Je vous garantis que ce n'était pas facile et pour l'anecdote, on n'a pas gagné les matchs. On a fait 3 matchs nuls, on a gagné 2 séances au tir au but. Désolé pour les amis stéphanois, mais à Auxerre, nous étions contents. Ce soir-là, un poids s'enlève, je suis plus léger, j'ai repris du poids depuis, mais la mission est accomplie, nous revoilà en Ligue 1. La blessure est refermée, la cicatrice est toujours là, et là, assez vite, d'autres questions apparaissent, parce qu'on ne peut pas vivre simplement pour réparer le passé, et je ne veux pas être résumé qu'à des résultats. J'ai vu que ça tenait à pas grand-chose, et c'est la phase visible de finalement beaucoup de travail. Donc je tente de me détacher du résultat immédiat et de davantage travailler sur le projet. Finalement, le résultat est la conséquence de tout ce que nous allons mettre en place. Ce n'est pas un projet. Donc je travaille sur le chemin, la quête, la ligne directrice pour aboutir à ces résultats. Et aussi parce que nous sommes une anomalie. Giroud l'a créé, nous on doit l'entretenir, mais Auxerre n'est plus ou pas adapté à l'évolution du foot professionnel et de notre ambition et l'ambition qu'on nous porte d'être en Ligue 1. L'économie du sport a été bouleversée, la concurrence a été rachetée par des projets
très ambitieux avec beaucoup de moyens. La réglementation a évolué et on est moins protégé, les clubs formateurs. Nous sommes désormais un des plus petits stades. Depuis, les métropoles ont construit des grands stades pour des grands événements sportifs. Nous sommes aussi un des plus petits budgets. Donc nous devons transformer ce club, nous devons le faire évoluer. Il était appelé d'ailleurs un miracle permanent. C'est beau, mais un miracle, par définition, ça ne dure pas. C'est aussi assez restrictif pour le travail qu'il y a derrière. Donc j'ai eu envie de créer avec mes équipes une exception durable. Et donc nous avons travaillé sur un projet à la fois plus global et à la fois plus centré sur notre ADN. Nous avons travaillé sur 4 axes. Un socle, les infrastructures, avec un projet de stade plus moderne, plus développé, réceptacle de l'activité, et finalement occuper une grande place sur un petit territoire, le centre de l'activité économique des entreprises, des loisirs sportifs sur la ville. Aussi un ancrage, l'ancrage territorial, être l'ambassadeur du territoire, être l'ambassadeur fédérateur, que le territoire se reconnaisse dans notre club. Ça dépasse le football, on représente un territoire. Un savoir-faire, la formation, qui est le savoir-faire historique du club. Un actif immatériel où on a rarement été copié. Ça se transmet au sein du club de façon très passionnelle depuis des décennies. Et puis une ouverture, un développement à l'international pour utiliser nos singularités, les valoriser, à la fois l'anomalie du foot français, le petit village qui est toujours là, à la fois la formation qui est mondialement reconnue, et à la fois utiliser notre propriétaire qui est un groupe chinois. Nous avons transformé le club, nous avons expliqué nos enjeux, nos défis à nos supporters, à nos collaborateurs, et nous avons transformé ce club petit à petit pour, in fine, bien sûr, continuer d'être performant, mais avec une vision progrès à moyen terme. Vous l'aurez compris, dans le football, j'ai du mal avec cette pression du résultat hebdomadaire, surtout avec la multiplication des médias, des réseaux sociaux, les critiques faciles qui vous disent toujours après coup comment il fallait faire pour gagner. C'est plus facile après qu'avant. Et aussi ces critiques, cette tension qui finalement met des fois de la violence, alors que le sport, c'est victoire, donc parfois défaite. Et en face, ils disent la même chose, ils veulent gagner. Moi, ce que j'aime dans le sport, c'est les projets collectifs, fédérés, développer la pratique pour les jeunes notamment, créer de l'emploi, de l'activité économique, fédérer un territoire. C'est ça qu'il y a de plus beau dans le sport. Et donc pour moi, la plus belle des victoires, ce n'est pas un score. De toute cette expérience que je retire, la plus belle victoire, c'est une équipe alignée sur un projet, sur des valeurs, qu'elle soit fière d'elle-même, un collectif soudé, déterminé. J'aime bien le mot irréductible, parce qu'on nous a plusieurs fois enterrés. Et oui, bien sûr, il faut gagner dimanche. Mais il faut surtout gagner pour longtemps, que le miracle soit un peu moins un miracle, que la victoire soit durable, transformer une entreprise, une institution pour la pérenniser. C'est ce qu'il y a de plus beau dans notre rôle de dirigeant. Finalement, peut-être qu'entreprendre est le plus beau des sports. En tout cas, je remercie Giroud pour avoir créé cette anomalie et cette entreprise qu'on s'évertue à faire perdurer. Merci pour cette belle odyssée. Vive l'entrepreneuriat et allez au cerf. Et nous entamons déjà le dernier témoignage de cette session. Et si l'audace ne se trouvait pas toujours là où on l'attend ? On l'associe souvent aux grandes décisions, aux paris risqués, aux changements spectaculaires.
Pourtant, dans la réalité entrepreneuriale, l'audace prend parfois des formes beaucoup plus simples. Assumer ses choix, clarifier sa direction et agir avec cohérence. Karine Warin entreprend depuis plus de 15 ans. Elle crée plusieurs entreprises, développe notamment un réseau dans la cigarette électronique, puis revend cette activité avant de reprendre et transformer une autre société, AMI2, qu'elle développera avant de la céder au groupe Sodexo. Serial entrepreneur, investisseuse et accompagnatrice de dirigeants, elle est également cofondatrice du collectif N-Way et dirige aujourd'hui Magna Up, où elle accompagne celles et ceux qui souhaitent reprendre la main sur leur trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, elle propose une autre lecture de l'audace, celle qui consiste à sortir du confort relationnel, à assumer ses initiatives et à prendre pleinement sa place. Mesdames et messieurs, pour le dernier témoignage, je vous invite à accueillir Karine Warin du club APM Caen Conquérant. Merci Anastasia pour cette présentation. Il faudrait que je t'emmène partout où je vais, parce que je trouve que c'est hyper flatteur. Alors merci à tous d'avance pour votre écoute, parce que j'ai 15 ans d'entrepreneuriat, 18 en fait. Donc j'en ai pour 45 minutes, vous n'êtes pas prêts de boire l'apéro, je vous le dis moi. Rassurez-vous, ça va durer 10 minutes. Mais oui, j'ai un parcours comme le vôtre. J'ai créé, revendu, racheté, développé, revendu des entreprises depuis bientôt 18 ans. Et en 2020, je suis dirigeante d'une entreprise que j'ai achetée 2 ans auparavant. Et je crois que j'ai à peu près vécu tout ce que nos 2 avocates nous ont dit pendant la plénière. Et je me suis transformée en quelqu'un que je ne reconnais pas à ce moment-là, un vrai lion en cage. En 2018, sur un coup de fil qui dure 15 minutes, je rachète cette société. En 15 minutes, je dis banco à 30 ans d'histoire, une quarantaine de collaborateurs, des millions d'euros de chiffre d'affaires et un secteur que je ne connais absolument pas. Bon, ça, je pense qu'on peut dire que c'était de l'audace et je crois que l'audace, j'en ai toujours eu. Avant ça, vous avez entendu, j'ai développé un réseau de cigarettes électroniques alors que le produit n'était pas encore légiféré. Et j'ai toujours pensé que l'audace, c'était ma force, cette capacité à commencer, à me lancer alors que les autres hésitent encore. Mais vous savez ce que c'est parce que, en fait, c'est notre carburant, c'est notre signe distinctif de chef d'entreprise. Mais l'audace, quand je rentre à l'intérieur de cette entreprise, ne m'a absolument pas préparée à ce qui m'attendait. Une entreprise figée, 30 ans de « on a toujours fait comme ça », exactement comme elles ont dit cet après-midi. Un comité des sages où toutes les décisions se prennent à l'unanimité. Une entreprise dite libérée. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai laissé faire. Pendant 2 ans, j'ai laissé faire. Alors quand j'ai entendu le discours de Marc Carnet, il y a quelques semaines, je pense que vous l'avez entendu aussi, quand il s'est exprimé à Davos, j'ai été sidérée. Sidérée parce qu'il a dit en substance, nous avons laissé faire. Nous, les nations moyennes, avons laissé les grandes puissances redessiner les règles pendant que nous profitions du confort de l'ordre établi. Et alors là, je me suis sentie très, très concernée sur l'époque que j'avais vécue à cette époque. Bien sûr, j'ai pensé à géopolitique, là, maintenant, et puis à vous, peut-être, en ce moment. Peut-être à vous qui laissez faire quelque chose dans votre entreprise ou dans votre vie, quelque chose qu'il est plus facile de tolérer que de transformer, alors même que ça ne vous ressemble plus. Je le sais parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Bon, alors je vous plante le décor. Donc, dans cette société, depuis 6 mois, je découvre le comité des sages. J'y vais tous les 15 jours et chacun peut porter un projet pour l'entreprise. Ce comité est constitué de représentants des services élus par leurs services et pas par le dirigeant. Et chacun a la parole. Et moi, j'arrive avec ma volonté de tout transformer, proposer des nouvelles offres, changer le service commercial, revoir la stratégie. Et à chaque fois, je récolte un silence, ce petit silence qui précède souvent le fait qu'on va vous dire que votre idée n'est pas la bonne, ou alors que, oui, on va essayer, ou on l'a déjà fait, ça n'a pas marché. Et systématiquement, je faisais chou blanc.
Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y avait, pour sûr, for sure, quelques idées qui passaient quand même, et surtout les leurs. Alors, vous imaginez le garage à vélo, ça, évidemment, ça passait bien. Le miel sur le toit de l'entreprise, ça passait aussi très bien. Et le télétravail le vendredi plutôt que le jeudi, ça, à chaque fois, c'était parfait. J'avais les 5 doigts à l'unanimité. Mais dès qu'il fallait changer les bases de l'entreprise, plus personne. Et moi qui avais, alors j'ai un peu insisté évidemment, mais je crois que j'ai vraiment capitulé. Moi qui avais développé ces 80 boutiques en 5 ans, racheté cette boîte, enfin fait plein de choses avec beaucoup d'audace, là j'avais troqué l'audace contre ce confort relationnel. Et pendant 2 ans, je me suis menti à moi-même. Pendant 2 ans, je me suis adaptée à un système que je savais dysfonctionnel, un chiffre d'affaires qui s'érode, une marge qui s'effrite. Mais j'avais vraiment peur de bousculer cet ordre établi et peur aussi de passer pour la mauvaise dirigeante qui arrivait avec ses lubies d'innovation, de développement, alors même que cette société qui avait une 30aine d'années fonctionnait très correctement. Donc qui j'étais, moi, pour revoir tout ça ? J'étais celle qui avait racheté, mais je ne me reconnaissais vraiment plus. À tel point qu'en juin 2020, j'ai vraiment failli tout lâcher. Je leur ai tendu les clés et j'étais prête à laisser cette société aux mains de ceux qui voulaient la laisser figée dans le passé. Et puis je serais partie élever les chèvres dans le Larzac. Je n'étais pas prête pour les bottes, mais franchement, j'avais perdu toute confiance en moi et je me sentais comme une invitée, une étrangère dans ma propre entreprise. Alors le Covid aidant, j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi et j'ai eu cet éclair de lucidité. Est-ce que c'était vraiment le comité des sages le problème ? Est-ce que c'était les 30 ans de cette entreprise le problème ? Non, le problème c'était moi. Moi j'avais troqué mon ambition, j'avais troqué ma vision pour ce petit confort du résultat qui me permettait de rembourser mon emprunt. Et je me suis dit que j'avais réussi à la racheter en 15 minutes, mais pour me confronter au comité des sages et transformer de fond en comble cette société, il me fallait un peu de courage. Il fallait que j'en retrouve. Alors je suis revenue dans la société avec mon masque, bien déterminée à la gérer comme je l'entendais, puis à virer tout le monde. Bon, deuxième éclair de lucidité, je me suis calmée et puis je me suis entourée. Parce que j'avais aucun allié, c'était comme, j'avais pas de prise sur ce collectif. Donc j'ai embauché un DG qui est toujours dans ma société de conseil aujourd'hui. Et à nous deux, on a revu l'ordre établi. Et puis surtout, j'ai expliqué comment je fonctionnais. Je leur ai dit que non, je ne serais pas celle qui m'assoirait tous les jours à leur table pour savoir comment va le rhume de la petite dernière, dont j'ai encore du mal à me souvenir du prénom. Non, je ne serais pas celle qui tendrait la boîte de mouchoirs à Sylvie parce que Jean-Paul a pris ses congés en juillet alors qu'elle voulait les passer avec son mari. Et non, je ne ferai pas l'apologie de la nostalgie pour laisser cette boîte comme elle était. Moi, je suis une entrepreneuse et une dirigeante du dehors. J'ai besoin d'aller vers l'extérieur, d'aller chercher des nouvelles idées pour les porter, les développer dans l'entreprise pour permettre à l'entreprise de croître. Et ça ne faisait pas de moi une mauvaise dirigeante. Par contre, je leur ai demandé aussi comment eux fonctionnaient. Et très vite, j'ai vu les jeux de compatibilité. Et très vite, j'ai vu ce qui pouvait me permettre d'avoir cet écosystème où moi, je me sente en cohérence avec ce que j'attendais de faire de cette société. Et c'est là que le courage managérial est rentré en jeu. Il fallait mettre en lumière ceux qui voulaient rester, aider à partir ceux qui voulaient laisser cette société comme elle était, et puis embaucher de nouveaux talents. En 2 ans, 50% de l'effectif renouvelé, sans aucun dommage collatéral psychologique, ni même économique, puisque j'ai revu l'offre, pour le coup, j'ai revu le positionnement. La société est devenue plus forte et encore plus rentable, et je l'ai cédée au fondateur d'un grand groupe, qui est aussi le fondateur de l'APM. La boucle est bouclée. Mais tout ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas arrêté de me raconter des histoires à un moment donné. Je ne pouvais pas continuer à me tordre, je ne pouvais pas continuer à être celle qu'ils attendaient que je sois. Peut-être que vous, en ce moment aussi, vous sentez cette petite torsion, cette tension
quelque chose qui ne tourne pas rond et des petites phrases que vous entendez ou que vous vous dites à vous-même d'ailleurs. Ah, c'est pas le moment, le marché n'est pas prêt, les équipes sont surchargées, je vais lui accorder sa rupture conventionnelle parce que sinon il va me mettre un arrêt maladie. Tout ça peut-être que vous laissez faire. Mais une entreprise ne se transforme pas plus vite que son dirigeant. Et un dirigeant ne se transforme pas tant qu'il n'a pas pris la mesure de l'écart entre ce qu'il est et ce qu'il est devenu, entre ce que sa société est et ce qu'il voudrait qu'elle soit. Ça, c'est la leçon que j'ai tirée d'Ami 2. Et maintenant, avec les équipes, on accompagne les dirigeants pour leur permettre de mieux se comprendre et mieux fonctionner avec les autres. Mais si je peux porter ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai bien compris qu'aucun dogme, qu'aucune pression sociale ou sociétale d'ailleurs, ne pouvait m'enlever mon audace. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui. Pas à l'apéritif, pas après, maintenant, tout de suite. Si vous voulez bien fermer les yeux, et je vous regarde, trichez pas, et de retenir la première image qui vous vient juste après ma question. Vous êtes prêts ? Alors la voici. Qu'est-ce que vous laissez faire dans votre entreprise ou dans votre vie pour votre plus grand confort ? Vous pouvez rouvrir les yeux parce qu'après, il y a l'apéritif. Mais vous l'avez l'image là ? Ne la chassez surtout pas, c'est la première qui vous est venue, c'est le point de départ de votre transformation. René Char a dit « La lucidité est la brûlure la plus rapprochée du soleil ». Alors ça fait mal, c'est pas très agréable, mais ça éclaire beaucoup le chemin. Alors vous êtes peut-être aux portes de votre transformation. Si vous avez la lucidité de regarder ce que vous avez laissé faire, si vous avez l'audace d'être qui vous êtes, ça vaut pour la paix dans le monde, ça vaut pour nos entreprises et ça vaut pour nous-mêmes. For sure. Magnifique. Alors, ce que nous avons entendu ce soir nous rappelle que derrière les fonctions et les responsabilités, il y a d'abord des femmes et des hommes. Derrière les réussites visibles se trouvent toujours des moments de doute, de remise en question et de transformation. Peut-être est-ce cela que nous emportons avec nous aujourd'hui, la conviction que le leadership ne se résume pas à la performance et aux résultats, mais qu'il se nourrit aussi d'humanité, de lucidité et du courage de se réinventer. Les décisions que nous prenons ne façonnent pas seulement nos organisations, mais elles redessinent aussi le monde que nous contribuons à construire. Un monde que nous pouvons choisir de rendre plus juste, plus serein et plus équitable. Et c'est précisément cela que cultive l'APM. Un lieu où les dirigeants choisissent de continuer à apprendre, ensemble. Un lieu où on vient chercher des idées, bien sûr, mais aussi du recul, de la confrontation et des regards différents qui nous obligent à penser autrement. Merci aux intervenants pour leur sincérité et leur générosité. Merci aux coachs. Merci à vous tous pour votre écoute attentive et votre présence. Et que ces récits continuent peut-être à faire le chemin en chacun d'entre nous. Je vous souhaite à présent une très belle fin de soirée, riche en rencontres, en échanges. Partageons un verre. Et avec toute ma considération, je vous souhaite à toutes et à tous bon vent.